En 2013, Adobe a pris une décision radicale. Abandonner son modèle de vente de logiciels pour passer à un abonnement basé sur le cloud. L'idée était simple, lutter contre le piratage en obligeant chaque utilisateur à se connecter au serveur Adobe pour utiliser des programmes comme Photoshop ou Premiere Pro. Sur le papier, cela semblait une solution révolutionnaire. Dans la réalité, 2 jours après la sortie de Creative Cloud, une version craquée circulait déjà sur Internet. Comment est-il possible qu'un système sur lequel Adobe a investi des millions ait été contourné en si peu de temps? Pour comprendre, plongeons dans le monde du piratage informatique et voyons comment les hackers brisent les protections de logiciels, même les plus sécurisés. Dans le monde du logiciel, chaque protection repose sur un même concept, l'authentification. Cela peut prendre plusieurs formes, mais historiquement, tout a commencé par des clés de série. Dans les années 80, pour empêcher la copie illégale des logiciels, des protections comme les roues de code ont été utilisées. Ces roues étaient des disques en plastique ou en papier, souvent superposés, qui généraient un mot de passe unique lorsque correctement aligné. Pour utiliser un logiciel protégé, l'utilisateur devait répondre à une question ou résoudre une combinaison affichée à l'écran en tournant les disques pour faire correspondre des symboles spécifiques. Le code ainsi obtenu devait être saisi pour prouver que l'utilisateur possédait une copie légitime du logiciel. Cependant, les pirates ont vite compris qu'il suffisait de décompiler un programme pour extraire son algorithme de vérification et générer autant de clés que nécessaire. Avec l'arrivée des années 90, des protections plus avancées comme SafeDisk et SecuROM ont vu le jour. Ces systèmes prétendaient rendre le piratage impossible en liant le logiciel à un disque physique. Mais là encore, il n'a fallu que quelques jours aux hackers pour contourner ces verrous. Même les dongles, ces clés USB contenant une licence unique, n'ont pas résisté longtemps. Grâce à l'émulation, les pirates ont réussi à tromper les logiciels en leur faisant croire qu'un dongle était présent même lorsqu'il ne l'était pas. Aujourd'hui, la protection des logiciels repose principalement sur le Digital Rights Management. Ces systèmes fonctionnent comme des videurs de boîtes de nuit qui surveillent constamment les utilisateurs. Adobe, avec son Creative Cloud, applique cette méthode en exigeant une connexion régulière au serveur pour valider la licence. Sur le papier, cela paraît infaillible. Mais en pratique, comment les hackers parviennent-ils encore à contourner cette sécurité? L'une des premières techniques utilisées par les hackers est l'analyse du comportement du logiciel. Des outils comme OliDBG permettent d'examiner en détail le fonctionnement interne de Photoshop lorsqu'il est lancé. En observant ces échanges avec les serveurs Adobe, ils peuvent identifier à quel moment et comment le programme valide une licence. Voici ce qui se passe de manière simplifiée lorsqu'un utilisateur légitime ouvre Photoshop. Génération d'une empreinte matérielle. Photoshop analyse le processeur, le disque dur et d'autres composants pour créer un identifiant unique. Vérification du numéro de série. Une série de calculs cryptographiques est effectuée pour valider la clé d'activation. Chiffrement RSA. Ces informations sont ensuite chiffrées avant d'être envoyées au serveur Adobe. Réponse du serveur. Si la licence est valide, Adobe renvoie un jeton temporaire qui permet d'utiliser le logiciel. Les pirates utilisent alors IDA Pro, un désassembleur puissant pour examiner ces étapes en détail. En plaçant des breakpoints au moment où Photoshop effectue ses vérifications, ils peuvent voir exactement quels chiffres sont comparés, quels algorithmes sont utilisés et comment le programme décide si une licence est valide ou non. Une fois ces informations obtenues, plusieurs méthodes permettent de craquer le logiciel. Modification du code. L'une des approches les plus courantes est de modifier directement le programme. En analysant la séquence qui valide la licence, les pirates peuvent remplacer certaines instructions pour que Photoshop considère directement que la clé est valide. Par exemple, au lieu de vérifier si le numéro de série est correct, le programme peut être modifié pour toujours envoyer une réponse positive. Faux serveur Adobe. Une autre approche consiste à créer des serveurs d'activation factices. Lorsque Photoshop tente de contacter Adobe pour vérifier la licence, il est redirigé vers un serveur pirate qui lui répond comme si tout était en règle. Cela fonctionne comme une usurpation d'identité. Photoshop croit parler au serveur officiel, alors qu'en réalité, il échange avec un programme pirate qui lui fournit de faux jetons d'activation. Injection de code et loaders. Une autre méthode avancée consiste à utiliser un loader, un programme qui intercepte et modifie en temps réel les instructions de Photoshop. Contrairement aux cracks traditionnels, les loaders ne modifient pas directement les fichiers du programme sur le disque dur, ce qui les rend difficiles à détecter. Le loader s'insère entre Photoshop et Adobe, interceptant chaque tentative de connexion et générant une réponse valide en temps réel. Il peut également empêcher Photoshop de détecter qu'il a été modifié, rendant la fraude encore plus difficile à repérer. Face à cette guerre constante,
Adobe a trouvé une parade presque imparable, déplacer des fonctionnalités essentielles sur ses propres serveurs. Prenons l'exemple des Neural Filters de Photoshop, une fonctionnalité basée sur l'intelligence artificielle. Contrairement aux filtres classiques qui fonctionnent localement, ces outils nécessitent une connexion Internet car tout le traitement est effectué sur les serveurs d'Adobe. Le piratage de Photoshop permet toujours d'accéder aux fonctionnalités de base, mais impossible d'utiliser ces outils avancés sans une authentification en ligne. Pour les pirates, la seule solution serait de réussir à infiltrer les serveurs Adobe eux-mêmes, ce qui est une toute autre échelle de difficulté. Derrière chaque logiciel craqué se cache souvent un groupe de pirates spécialisés appelé Release Groups. Ces équipes opèrent avec une rigueur quasi militaire, chaque membre ayant un rôle bien défini. Les ingénieurs reverse utilisent des outils comme IDA Pro pour analyser la sécurité. Les programmeurs écrivent les scripts qui modifient ou remplacent les protections. Les testeurs s'assurent que le crack fonctionne sur toutes les configurations possibles. Ironie du sort, beaucoup de ces hackers finissent par être recrutés par de grandes entreprises de cybersécurité, y compris Adobe. Si Adobe a réussi à compliquer le piratage de ses logiciels, il est presque impossible de l'empêcher totalement. Chaque nouvelle version de Photoshop relance une course entre les ingénieurs en cybersécurité et les hackers, ces derniers cherchant sans cesse de nouvelles failles. Le véritable enjeu pour Adobe n'est plus d'empêcher complètement le piratage, mais plutôt de le rendre suffisamment difficile pour inciter les utilisateurs à préférer une licence légale plutôt que de perdre du temps avec des cracks peu fiables. En fin de compte, cette guerre entre les éditeurs de logiciels et les pirates est loin d'être terminée. Mais une chose est sûre, chaque attaque et chaque défense contribue à faire évoluer la sécurité informatique, pour le meilleur et parfois pour le pire.